Puis, pour découvrir le Panama, continuer à explorer ce pays qu'on connaît trop peu, Mathieu Deslongchamps, qui est musicien, qui a une histoire juste extraordinaire, il a passé le début de son enfance dans une sorte de grosse cabane sur la plage, coincée entre la mer et la jungle, avec un singe comme copain. Bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour. C'est dingue cette histoire de cabane, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est mon père qui a voulu se faire un trip et qui s'est fait une cabane et qui a vécu avec presque rien, son fusil de pêche et quelques fruits à un hamac et voilà. Et puis là, il a réussi à ramener ma mère quand même. Et puis là, Votre mère a accepté? ma mère a accepté. Ils se sont bien trouvés et ma mère a accepté. Ma mère qui est québécoise. Ah. Donc elle est passée des lacs et des sapins et du moins 30 degrés à l'humidité du Panama, à la chaleur et tout ça. Ouais. Ça n'a pas été évident au début, mais ma mère étant aussi un peu une aventurière hippie, adorant les animaux, elle s'y est très vite plu. Et donc vous êtes né là-bas? Non, moi je suis né au Québec. Ouais. Je suis né au Québec et en fait mes parents faisaient des allers-retours entre le Panama et le Québec. Ouais. En fait, ils jouaient, c'était les années 70, ils jouaient dans les cabarets au Québec et à New York. Ouais. Et puis dès que l'hiver arrivait, ils repartaient dans leur cabane 8 ou 9 mois. Et ils ont fait ça pendant des années. Et du coup, pendant les allers-retours, moi, je suis né au Québec et ma grande sœur, elle est née au Panama. Et puis après, on a fini par retourner en France. Mais alors, quelles sont vos images d'enfance là-bas, dans cette cabane? Faut imaginer une baie avec une île devant, une baie très calme, avec rien d'autre que la cabane de mon père, une cabane en bambou sur pilotis, avec derrière des montagnes, donc vraiment la jungle. Et puis devant, une petite île qui s'appelait Isla Grande, qui s'appelle toujours Isla Grande, qui a bien changé, qui est toujours très belle, mais évidemment, ça s'est développé. Et voilà, cette cabane en bambou, et nous, on était là sur la plage, entre la cabane et la mer, sur les énormes troncs d'arbres que ramenait l'océan. Et on jouait là avec ma sœur, on jouait avec les crabes, on jouait avec les animaux, avec les singes. Avec les singes? Vous aviez un singe? Oui, parce que mon père avait une passion pour les singes. Et du coup, il y a toujours eu beaucoup de singes là-bas. On a eu, je crois que mon père a eu une dizaine de singes en tout. Et on a même fini par en ramener un à Paris, pour vous dire. Ah bon? Ouais, mes parents ont décidé de retourner un peu à la réalité parce que ma sœur arrivait, la troisième. Ils ont décidé de retourner à Paris. Et puis, et je crois que le changement était tellement dur qu'ils ont voulu faire une transition un peu plus cool. Et on a eu plein d'animaux dans l'appart à Paris, dont un singe qu'on a ramené du Panama, que mon père, grand enfant, que je salue s'il m'entend, mon père a ramené ce petit Ouistiti. Et il était heureux, le Ouistiti, en France? Il était heureux parce qu'on le choyait. C'est ma mère qui n'était pas très heureuse parce que dans un appartement, dans un HLM, pour tout vous dire, un singe, alors il y avait ce qui est drôle, c'est que on avait du mobilier de famille, comme mon nom l'indique, Deslongchamps, on avait des vieux meubles de famille, et on avait un lustre au milieu du plafond pas très haut, puisque c'est des HLM, donc déjà il fallait éviter le lustre quand on passait au milieu du plafond. Mon père avait voulu, on avait tous ces trucs de famille qu'on savait pas où mettre, donc on a à peu près arrangé le salon avec ça, et le singe se servait du lustre comme point de central, et il pouvait passer comme ça d'un côté à l'autre du salon. Il a détruit le ficus que mes parents avaient acheté. Et vous êtes reparti beaucoup au Panama, parce que votre famille est visiblement rentrée en France, mais vous avez continué à aller au Panama très régulièrement. Oui, et en fait, je suis jusqu'à mes 20 ans à peu près, on y retournait presque tous les étés, 2 mois par an, pendant les grandes vacances, et puis toujours dans cette même cabane, dans cette même baie perdue. Donc il y avait toujours j'ai gardé ce lien jusqu'à après mon adolescence, avec cette vie sauvage, les copains de là-bas qui vivaient évidemment complètement, très différemment de ce que je connaissais à Paris. Donc je passais de la grande ville à cette vie dépouillée. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ado pour s'amuser au Panama? Alors on va pêcher, on part un peu en expédition dans la jungle. Après, c'est vrai que moi, venant de Paris, j'avais toujours envie de faire tous ces trucs-là. Évidemment, quand on a ces choses-là devant soi, mes copains du village, ils préfèrent un peu glander, ou ils avaient quelques petits boulots à droite à gauche, toujours des... Mais c'est ça, on pêche, on part un peu à l'aventure. Ça ressemble à quoi une séance de pêche? Alors, soit on partait, on pêchait à la ligne, soit on pouvait aller pêcher carrément au harpon. Pêche, au harpon. Moi, j'adore ça, c'est une passion. Donc en plongée. En plongée. Et puis aller explorer un peu la jungle, un peu
Ça partait un peu dans tous les sens, pour être honnête. On découvre les cigarettes qui font rire aussi au Panama, parce que ça finit par arriver vers 16-17 ans. Ouais. Et vous avez beaucoup ri ? On a bien ri. On a bien ri sur les bateaux retournés, sur la plage, au soleil. C'était assez génial. Et puis j'ai commencé à aller pas mal à Colón aussi. C'était une ville qui me fascinait, parce que c'est une ville qui a énormément de charme, mais qui est quand même un peu une ville ghetto quand même. C'est une ville assez dangereuse. Et moi, j'avais la chance de pouvoir y aller, parce que mon grand copain, mon frère, qui s'appelle Ruben, qui vivait entre La Guaira et Colón, m'emmenait de temps en temps à Colón. Donc c'est un truc aussi que j'ai commencé à faire à l'adolescence, c'est d'aller passer un peu de temps à Colón, dans cette ville où je crois que je devais être un des seuls blancs à pouvoir... en tout cas, là où j'allais, oui, dans les rues dans lesquelles j'allais avec Ruben, j'étais en exploration, et moi, ça me fascinait et ça me faisait triper, quoi. Ah oui, vous aimez bien quand c'est un peu rude ? Mais en fait, j'adore cette sensation d'avoir le sentiment que je suis le seul à pouvoir être là où je suis, ce sentiment d'être hyper privilégié, en fait, et se retrouver à Colón, dans les quartiers dans lesquels j'allais avec mon pote Ruben. J'étais le seul à pouvoir mettre les pieds là, quoi. Parce que c'était dangereux. Parce que c'est très dangereux, et que personne n'y va, et que de toute façon vous êtes très vite repérés. Ils sont tous noirs là-bas, et et puis même ils se connaissent. Vous étiez le blanc repérable. J'étais le blanc, voilà. J'étais le blanc avec mon pote Ruben. Du coup, j'étais intouchable. Et la nature, c'est quelque chose, je crois, qui vous a beaucoup fasciné, touché, quelque chose auquel vous êtes très attaché. Racontez-moi cette histoire de maison que vous vouliez construire avec quelques cousins dans la nature. Oui, en fait, c'est drôle. Des années plus tard, des cousins de Lyon, s'ils m'entendent, je les salue, sont venus. Et puis, le cousin de mon père, donc le père de mes cousins à moi, a flashé. Il s'est acheté un bout de terrain avec mon père. Et puis... Et en fait, c'était drôle, parce que j'ai ce souvenir qu'au départ, quand on venait d'acheter le terrain, on rêvait, on va faire ceci, on va faire cela. Et donc, fallait longer les côtes pendant des heures pour arriver dans ce terrain. Il n'y avait pas de route pour y arriver. C'était un endroit complètement perdu dans une baie absolument sublime qui s'appelle Majagual. Et là, on arrivait en famille, donc on faisait plusieurs heures de Zodiac. On arrivait là avec des vivres et tout, et puis on essayait de rester 2 jours. Alors, on faisait des feux, il y avait un ruisseau, enfin, il y avait une rivière qui arrivait de la montagne. Et avec mon cousin, on avait fait tout un système avec des feuilles de bananier pour créer un espèce de conduit d'eau sous lequel on pouvait se rincer. Enfin, on avait créé tout un truc. Ça, c'était la douche, ça. Ça, c'était la douche. Ouais. Et la maison, elle aurait été comment ? Donc la maison arrivait après, mais au départ, on avait fait ce qu'on appelle un rancho, qui est une espèce qui est juste un toit, en fait, de paille, et sous lequel on peut mettre des hamacs. Donc ça, c'est une hutte comme sans mur. Et donc au départ, on a fait que ça, et donc on vivait là un peu sous ce rancho avec le feu à côté, la petite rivière, et c'était vraiment, on aurait dit, 2 familles de rescapés d'un voilier qui se serait Nathalie, je vois vos yeux écarquillés, ça vous fait rêver, ce genre de vie ? D'être dans une hutte, je sais pas. Non, franchement, j'écoute avec énormément de... Je suis très impressionné, en fait, par ce qu'il raconte, parce que c'est quand même une enfance hyper particulière. Ça forme quand même un adulte forcément très particulier, mais il n'y a pas d'école, du coup. Qu'est-ce que ça laisse dans le cerveau comme trace ? Qu'est-ce que ça forge comme caractère, une enfance comme ça ? Je crois que je me posais la question l'autre jour, c'est drôle. Je crois que ça donne envie d'aller toujours plus loin, d'aller dans le plus authentique, le plus sauvage, le plus vrai. Et souvent, moi, très petit, quand je suis rentré à Paris, dès que, par exemple, quand on partait en classe de nature, je me souviens, et que on allait tous faire une petite aventure, mais il fallait se tenir la main en rang, et puis il fallait faire attention à ceci. Enfin, tout était tellement cadré, que ça me cassait complètement mon trip, et je me disais, mais c'est parce que j'avais tellement connu en tout cas, la liberté. Vous êtes un enfant sauvage ? Un peu, j'ai eu beaucoup de mal j'ai du mal à accepter ces carcans et tous ces trucs. Et je me souviens à Paris, quand je voulais faire des cabanes avec des potes pour essayer un peu de recréer le Panama, on allait dans des chantiers de construction, ce qui est complètement interdit et dangereux. On passait sous les trucs, et là, on trouvait des espèces de bouts de bois. Mais je veux dire, on faisait ça ni dans les parcs, ni... Bon, de toute façon, à Paris, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai toujours recherché un peu quelque chose d'un peu sauvage et d'un peu à part. D'ailleurs, ça se voit, puisque monsieur ne met pas de chaussettes. Monsieur a des chaussures sans chaussettes. Vous êtes en train de regarder ça, vous ? Oui, je regardais ses pieds. Non, c'est parce que j'ai pas trouvé les bonnes chaussettes. Mais ne me faites pas rêver. C'est très à la mode de pas avoir de chaussettes. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas à la mode. Non, je veux dire, c'est même plus sauvage. Restez avec nous, Mathieu. Dans un instant, on va continuer à voyager avec vous au Panama et avec les sons qui viennent de là-bas. Oui. À tout de suite sur Europe 1.